Et salut à tous, c'est Kakit. On se retrouve pour la dernière vidéo de cette première saison de la Hades Draft League. Et j'ai donc décidé simplement aujourd'hui de vous faire une petite vidéo bilan, tout simplement, pour vous raconter un petit peu tout ce que j'ai à dire, tout simplement, sur cette Draft League, que ce soit ce que j'ai apprécié, ce que j'ai pas apprécié, vous présenter un peu ma draft, vous faire tout simplement voilà, le bilan de ma compétition. Puisque comme cette saison, j'ai pas parlé, j'ai pas parlé tout court presque de ma compétition. J'ai vraiment préféré, voilà, je préférais changer un petit peu et me concentrer davantage sur les autres divisions, sur les divisions les plus basses et donner des conseils. Mais du coup, je me dis que ça peut être sympa de simplement de partager un petit peu mon parcours, tout simplement. Et donc pour ceux qui sauraient peut-être pas ce que c'est que la Hades Draft League, pour vous l'expliquer tout simplement, c'est un tournoi qui est donc organisé par Hurtado, Exa, Rarlim, etc. Il y a un petit groupe, même si je crois que c'est quand même Hurtado le chef du projet. Et en fait, si vous voulez, c'est un projet de Draft League à division, tout simplement. C'est-à-dire que voilà, il y a 5 divisions au total. Les joueurs sont classés donc par niveau. Et voilà, et comme ça au moins les joueurs, enfin on va dire les joueurs qui n'ont jamais fait de Draft League, qui n'ont jamais touché à Poké, ils sont en division 5. Ceux qui ont quand même touché un peu à Poké, mais pas trop, enfin ou qui sont pas assez expérimentés, ils vont être en division 4, et ainsi de suite. Et en division 1, c'est quand même les top joueurs FR si on win le tournoi, parce que évidemment, voilà, c'est pas que les, il n'y a pas forcément tous les top joueurs FR qui ont in le tournoi. Et du coup, enfin, donc chaque joueur était placé dans des divisions, et pour ma part, donc je savais très bien que je n'allais pas être division 1, parce que voilà, quand je regardais un petit peu la liste des in, il y avait quand même pas mal de joueurs que je connaissais qui étaient vraiment au-dessus de moi. D'autant plus que quand les in ont commencé, c'était un peu après la World Cup, donc évidemment il y avait beaucoup de joueurs World Cup qui ont in le tournoi, beaucoup de gros joueurs, et donc je savais en fait que j'allais être placé soit en division 2, soit en division 3. Si on me posait la question, pour être honnête, j'aurais répondu à la division 2. Je pense que je suis plus un joueur de division 2, mais comme je sais que les placements sont un petit peu faits par Urta et son staff, je savais pas trop où est-ce que j'allais me situer parce que j'ai fait les tournois que j'ai fait dans la Salty et chez Hurtado, ce sont des tournois, par exemple, j'ai fait les deux Salty Draft League d'Hurtado. Les deux, je suis pas allé extrêmement loin, et même si bon, je me fais éliminer sur des scénarios tout simplement improbables, peut-être que j'en parlerai un jour, mais je me fais éliminer sur des scénarios improbables, et du coup, voilà, j'ai pas tellement marqué les esprits. Donc, même si je suis quand même un joueur expérimenté du format, pour moi, voilà, j'étais prêt au cas où à être placé en division 3. Surtout que j'ai une avec plein de joueurs de P-Draft, et une très bonne partie des joueurs de Poké-Draft ont été placés en division 3. Mais à ma grande surprise, j'ai donc été placé en division 2 pour ce tournoi. J'ai été placé en division 2. Donc forcément, ça m'a quand même fait très plaisir de d'être placé en division 2, parce que bon, ça montre quand même que j'ai quand même, enfin, c'est-à-dire quand même qu'en termes pas en termes d'influence, on va dire en termes de niveau, j'ai quand même un niveau qui est quand même bien reconnu. Et surtout, quand je vois la division 2, je me dis que franchement, c'est jouable. Parce que ce que j'ai pas mentionné aussi, c'est qu'évidemment, en plus du système de division, il y a un système de montée et de descente. Ça veut dire que voilà, le top 4, c'est-à-dire les 4 demi-finalistes de chaque division, va monter dans la division supérieure. Et les 4 joueurs qui ont les moins bons ratios en phase de poule d'une division vont descendre. C'est important quand même à noter que c'est pas forcément les 2 derniers de chaque poule, ce sont les 4 joueurs avec le pire ratio. Ça veut dire qu'un joueur qui est 7ème, mais qui termine en 2-5 ou en 3-4, je sais pas si c'est possible, je sais pas si c'est réellement possible, mais un joueur qui termine en 3-4 et qui termine 7ème n'est pas forcément relégué. Comme un joueur qui peut terminer 5, non peut-être pas 5ème, mais genre 6ème, un joueur 6ème peut être relégué. Donc voilà, c'est ça à prendre en compte. Mais quand je vois cette division 2, déjà je trouve que voilà, il y a pas mal de joueurs que je connais, hein. Dame Flamme que je connais bien. Axel, je l'ai vu passer pendant un moment, après je sais pas trop ce qu'il est devenu. Ilias25 je connais, Lizardu, on l'a déjà vu sur la chaîne, c'est un très bon joueur. Lou Krull, c'est pas forcément le joueur le plus connu, mais je sais que moi c'est un joueur que j'aime bien et c'est un très bon joueur.
il y a des très bons joueurs. Il y a aussi Merax que je connais qui est sur Pedraft. Enfin voilà, il y a plein de joueurs dont je peux situer le niveau. Il y a des joueurs que je ne connais absolument pas, genre Extinct, Rarlim. Je n'ai jamais entendu parler, tout simplement, de ces joueurs. Et pour moi, bon, il y a toujours des surprises dans les divisions. Il y a des joueurs qui, pour moi, méritaient d'être en Division 2, comme des joueurs mais qui ne méritaient pas d'être en Division 2. Des joueurs peut-être qui, même dans les autres divisions, des joueurs qui méritaient d'être plus haut et tout. Mais bon, là, je vais pas me plaindre de la répartition des équipes, tout simplement parce que c'est Hurtado qui gère. Et voilà, moi j'ai rien à dire là-dessus. C'est eux qui prennent les décisions, c'est pas moi. Moi je joue juste le tournoi. Et franchement, quand je vois quand même cette Division 2, je me dis que je peux faire quelque chose. Franchement, la division c'est une bonne div. C'est-à-dire qu'il y a quand même de bons joueurs. Bon, après évidemment, il y a certains joueurs qui ont été remplacés par d'autres en cours de saison. Je pense notamment à Roi d'Aladou qui a été remplacé, je crois, par Arkham. Je crois aussi qu'il y a Macaxandre, je crois aussi, qui a été remplacé. Mais voilà, je me dis, là franchement, quand je vois cette division, c'est prenable. Franchement, je peux aller chercher une montée. Et surtout qu'en plus, après voilà, pour aller chercher cette montée, il faut bien commencer. Et pour bien commencer, il faut faire une bonne draft. Et je vais parler d'ailleurs tout de suite de ma draft. Et pour cette compétition, donc, il faut savoir que nous avions donc 100 points. 100 points pour choisir entre 8 et 10 Pokémon. C'était à notre guise, tout simplement. C'est-à-dire, si on voulait s'arrêter à 8 Pokémon, on pouvait. Si on pouvait aller jusqu'à 10, enfin, si on voulait une draft à 10 Pokémon, on pouvait tout à fait aussi prendre 10 Pokémon, tant qu'on restait dans la limite des 100 points. Et par la suite, après cette première phase de pic, il y a une deuxième phase où on attribue le Terra Cristal à des Pokémon de notre draft. Je reviendrai un peu plus en détail parce que c'est extrêmement important, mais pour la faire simple, on a 25 points qu'on pourra attribuer à nos Pokémon. Et par exemple, si je donne le Terra à un Pokémon qui coûte 17 points, derrière, si je veux donner un Terra à un autre Pokémon, il faut que ce Pokémon coûte 8 points ou moins. Sachant que, évidemment, j'ai droit à autant de Terra users que je veux, tant que, tout simplement, j'ai perdu mon mot, vous m'avez compris, tant que je dépasse pas la limite des 25 points. Sachant que certains Pokémon étaient évidemment Terra ban, et aussi c'est un Terra libre, je précise, parce qu'en général, je joue beaucoup avec un Terra fixe, c'est-à-dire un stab plus un non-stab, mais là pour le coup c'était un Terra libre avec du Terra preview. Ça signifie qu'en game, on voyait le Terra type de tous les Pokémon, enfin de tous le type Terra de tous les Pokémon de la team adverse et de la mienne. Donc je connaissais les types Terra des Pokémon que j'allais affronter. Et donc pour faire cette draft, d'abord je me suis concentré sur, on va dire, ce que j'avais expliqué dans ma vidéo sur la phase de draft. J'ai vraiment cherché un petit peu ce qui m'intéressait, ce que j'avais envie de tester, ce qui m'inspirait pour cette compétition. Et j'ai vu 2 Pokémon que je trouve exceptionnel dans cette tier list. Un, parce que je trouve déjà le mon très fort et que j'avais envie de le tester depuis un moment. Et le deuxième, parce que c'était c'était le braquage de la tier list, tout simplement. Le premier Pokémon, c'est tout simplement Spectrier. C'est mon top tier de cette draft. Le Pokémon va me coûter 20 points. Il va quand même me coûter un cinquième de mon budget. Donc, évidemment, il faut qu'il soit rentable. Mais Spectrier, qu'est-ce que c'est? Spectrier, c'est une très grosse vitesse. C'est, je crois, 130 de base vitesse. C'est aussi une très grosse attaque spé, pareil, là encore, je crois que c'est 135 de bonnes stats. Une capacité à snowball qui est tout simplement exceptionnelle. C'est-à-dire que vraiment, parfois, Spectrier, il suffit juste il suffit juste que Spectrier arrive à prendre un kill et tout simplement, Spectrier va faire un massacre dans la team adverse avec son talent. Dès qu'il prend un kill, il gagne un boost en attaque spé. Autant dire que Shadow Ball, il le kiffe pas trop. D'autant plus qu'évidemment il y a des set choice qui sont très présents, mais il y a aussi des sets infâmes comme par exemple le sub Disable, le sub Feufollet X. Clairement voilà, Spectrier, il a un peu de tout, surtout avec les derniers DLC, il a gagné du coverage, il avait accès à Draining Kill, je crois qu'il a gagné Psycho, il a gagné des petites attaques en plus, même si dans les faits on s'en sert pas vraiment. Et en plus de ça, il y a un second Pokémon que j'ai remarqué dans la tier list qui combotte assez bien quand même avec Spectrier, parce que Spectrier au final c'est un top tier,
il a coûté 20 points, mais c'est pas un Pokémon qui va casser des games à lui tout seul. À moins que vraiment le match-up soit catastrophique pour mon adversaire. Spectrier, c'est pas un Pokémon qui casse des match-ups tout seul. Parce que toutes les drafts ont un Dark. Pas toutes les drafts ont un type normal, surtout quand on est entre 8 et 10 Poké. Mais toutes les drafts ont un gros Dark. Ils ont un bon wall spay en général pour bien gérer Spectrier. Ou ils ont même carrément un type normal pour éviter de se faire sweep tout simplement par la Shadow Ball. Et il faut donc un Pokémon qui soit capable de gérer les Dark, les types normales, les Pokémon qui peuvent emmerder Spectrier. C'est pour ça qu'il faut vraiment, ce que je vous expliquais encore une fois, il faut essayer de prendre les points forts du Poké et essayer d'entourer. Et un Pokémon que j'ai remarqué dans la tier list parce qu'il coûtait pas très cher, c'est tout simplement Como. Como, donc le type combat évidemment, donc ça détruit tout ce qui va être le type ténèbres, le type normal, donc ça combatte parfaitement avec les lacunes de Spectrier. Autre point très fort de Como, c'était son prix. Il était seulement à 12 points. Ça signifie que il était à 12 points, donc déjà ça me fait deux Pokémon qui se combattent bien. Et ça me permet de rentrer un peu plus dans le budget parce que Spectrier m'a coûté assez cher. Et en plus de ça, Como a surtout accès au Terra Crystal. Donc ce que je vous ai expliqué, c'était simplement le Terra Crystal libre. Donc évidemment Como, il peut se prendre par exemple un type poison ou un type acide pour pouvoir gérer les types fées. Il peut prendre le set Terra normal avec Boom Burst. Il peut avoir le coverage qui peut lui déranger pour l'aider à placer un set sub Belly Drum. Ou alors même il peut jouer son Omni Boost qui est généralement banni. Mais pour cette compétition, j'ai demandé à Exa, le responsable de notre pool. Exa m'a confirmé que l'Omni Boost était autorisé sur Como. Como Terra plus Omniboost, c'est une véritable plaie à affronter tout simplement. Parce qu'il faut se préparer. Il faut énormément de préparation à Como. Parce que parfois il a juste besoin d'un tour pour clean des games. Et ça combotte donc parfaitement avec Spectrier. Spectrier qui va être vraiment la grosse menace spéciale. Et Como, la grosse menace physique. Qui peut faire plein de choses. Et surtout pareil, c'est extrêmement rentable parce que c'est que 12 points. Ça veut dire déjà ça pas beaucoup de points, mais en plus ça me prend pas beaucoup de points Terra. Donc avec Como, je vais avoir un deuxième énorme Terra user et j'en parlerai plus tard. Mais d'abord, je vais parler un petit peu du corps défensif parce que tout simplement, moi c'est un petit peu mon style de jeu, mais j'aime bien avoir des pivots défensifs qui sont capables de venir encaisser des coups et derrière pouvoir ramener avec du pivot. Ramener avec du pivot mes breakers qui viendront plus tard, ou alors même Como ou Spectrier, peut-être parce que si Spectrier je peux le jouer aussi breaker. Et donc c'est pour ça que je suis parti sur deux Pokémon qui allaient venir vraiment faire le liant dans ma draft, sont tout simplement Corvallis et Alomomola. Je vais commencer par Corvallis parce que voilà, Corvallis il comble la faiblesse, la grosse faiblesse fait de Como. Les ferries vont galérer à passer Corvallis. Il permet donc évidemment d'avoir du hazard control avec des fog. Il apporte du momentum. Il a accès évidemment à Roost. Il a s'il faut des petits sets qui peuvent être des petits sets avec bulk up, du setup pour être niche dans le match-up. Et avec, j'ai aussi accompagné un Alomomola. Alomomola pareil, il vient absorber les dégâts. Et derrière, il fait son flip turn. Et ça apporte simplement du dynamisme dans la game. Je sais que parfois Momola est un peu critiqué pour être assez passif, mais moi pour le coup, je suis pas forcément d'accord parce que déjà, on va dire, c'est con, mais jouer des Halo Momola full attaque, c'est largement possible parce qu'il a une très grosse base PV. Donc derrière, voilà, t'as pas besoin d'investir en PV, tu mets juste dans les defs et Momola est très bulky. Enfin, très bulky. Il est beaucoup plus bulky dès que t'investis juste dans les defs. Et derrière, voilà, si tu veux taper sur le physique, si tu veux taper, tu peux mettre vraiment pas mal de V en attaque en général sur Momola. Et surtout, vraiment, ça pivote, ça absorbe les scolds avec Regen. Enfin, voilà, Momola fait tout ce que je veux. Et ça me permet surtout de rentrer deux breakers dans cette draft. Parce que, ouais, les breakers... En plus, j'ai pas mentionné aussi le fait que Como couvre très bien la faiblesse électrique des deux Pokémon. Il couvre la faiblesse plante d'Alomomola. Il comble la faiblesse feu de Corvallis. Momola gère parfaitement la faiblesse glace, sauf pour Freeze Dry, mais j'y reviendrai plus tard. Et vraiment voilà. Là, j'ai un corps def qui est vraiment assez solide et qui va demander aussi des ressources pour passer. Donc là, déjà, forcément, il faut des ressources pour gérer Spectrier et Como. Il faut des ressources pour passer Corvallis à Momola.
Et il faut trouver le juste milieu. Donc, il faut pas une team trop agressive, parce que le problème d'une team trop agressive, c'est que Spectrier va souvent pouvoir en profiter, ou Como peut en profiter. Et là, déjà, la team demande beaucoup de ressources, et là, c'est pas terminé, parce que maintenant, il faut que je rajoute des breakers dans cette draft. J'ai beaucoup de cleaners, enfin, j'ai beaucoup de setup. Como et du setup, comme Spectrier peut break, mais c'est pas son meilleur rôle. Spectrier, il est mieux en fin de game pour vraiment venir clean des games. Il me faut donc des breakers. Il me faut aussi un Pokémon avec 100 de base vitesse ou plus, hein, parce que mine de rien, j'ai un gros cap de speed entre Como et Spectrier. Donc il faut combler un peu ça. Il me faut aussi un bon Scarf user, c'est important. Parce que bah voilà, là pour l'instant, je n'ai pas de Scarf vraiment viable dans cette draft. Et c'est pour ça que deux nouveaux Pokémon vont venir vraiment pour faire ces rôles de breaker. Il y en a un qui est un très bon Scarf user. Et surtout, les deux sont assez versatiles. Je parle évidemment de Démétéros, forme totémique, et de Arcanin de Issui. On va commencer par Démétéros. 102 de base vitesse. C'est un excellent Scarf qui va dépasser toutes les bases 100. Il a le set Life Orb pour venir break. Il a le Life Orb plus Nasty Plot aussi. Je peux le jouer physique, je peux le jouer spécial. Ça fait un type sol, donc ça permet de venir aussi combler un petit peu la faiblesse électrique de Momola, de Corvallis. Ça garde le momentum avec demi-tour. Franchement, Démétéros, c'est un Pokémon qui est rentré bien dans cette draft, surtout avec derrière le Arcanin de Issui. Ma deuxième star, je pense, dans cette draft. Oui. Au début, je voulais faire une draft autour de Spectrier, mais finalement, c'est peut-être plus Arcanin et Como, mes deux stars. Parce que tout simplement, Arcanin Issui, il coûtait tout simplement 12 points dans cette compétition. Ça signifie que ça va être Arcanin de Issui, mon deuxième Terra user. Et autant vous dire que ça, comme Terra user, en termes de breaker, c'est tout simplement incroyable, Arcanin de Issui. Pour la faire simple, il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui sont capables de switch in sur le Flare Blitz, Terra Feu d'un Arcanin Issui Choice Band. C'est très compliqué de switch in dessus. Voilà, simplement ça fait des dégâts monstrueux, même sur des résistances ça met des 50%, franchement j'ai été choqué en voyant des calques. Dans cette compétition j'ai vraiment été choqué, je vous le cache pas. Ça veut dire que là on a un énorme breaker, mais en plus de ça Arcana Issui, grâce à son accès au Terra, il y a aussi des sets qui se débloquent, il y a des sets défensifs qui peuvent venir avec, parce qu'il a quand même Intimidation, il a accès à Flash Fire aussi qui permet d'avoir une immu feu. Par exemple, le Terra Insect sur Arcanin d'Issui, c'est tout à fait viable avec son talent. Enfin voilà, vraiment, c'est deux Pokémon qui peuvent faire pas mal de choses, mais qui en plus sont vraiment capables de break, tout simplement, ça va être mes breakers. Ils ont des rôles en plus, et c'est normal d'avoir des rôles en plus parce qu'on va être assez limité dans les drafts. Et mes derniers slots, parce que là forcément je vous cache pas qu'il me restait plus beaucoup de points après ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait une draft de 9 mon, parce que bah voilà, je voulais pas être à 8, parce que le problème d'être à 8, c'est que si vraiment mon top 6 a un mauvais match-up, c'est compliqué derrière. C'est vraiment compliqué de gérer, et à 10, bah forcément ça allait vraiment, diminuer, on va dire, la force globale de ma draft, parce que vraiment j'allais prendre des dead slots derrière à 10 points. Donc j'ai préféré rester sur 9 points avec, on va dire, des Pokémon un peu plus niche, à part peut-être l'un des trois. Des Pokémon un peu plus niche, mais qui sont capables de faire de bonnes choses. Et voici donc mes trois derniers. Grimmsnarl, Cryogonal et Vikavolt. Grimmsnarl, pas besoin d'épiloguer pendant 1 heure. Ça pose des screens, donc ça bénéficie beaucoup à Spectrier, ça bénéficie à Como qui veut setup. Ça peut aider Landorus pour une Nasty Plot, ou même juste à Arcanin de pouvoir breaker. Ça parting shot, ça a cage éclair, ça a parting shot, donc ça peut emmerder l'adversaire, mais comme pas possible. Ça tape aussi quand même un peu, parce qu'on oublie vite que Grimstart c'est quand même 120 d'attaque, donc ça va quand même taper. C'est pas son rôle principal, mais ça peut quand même faire vraiment être une plaie pour l'adversaire. Cryogonal, ça vient surtout pour améliorer encore le speed tier, même si c'est un speed tier assez proche de Lando. Ça me permet d'avoir un autre Hazard Remover à la place de Corvallis. Et mais Corvallis a pas de gros match-up. Ça permet d'avoir la résistance glace, hein, quand même, parce que mine de rien, mes Glace, elles sont pas top jusque-là. Hein. J'avais pas de Glace à part Momola, mais je me faisais ouvrir par prise drive. Et enfin, Vikavolt, c'est surtout pour l'option sticky, ou sinon pour vraiment pressure les
les water qui pourraient être assez embêtants. Je pense par exemple à Milotic qui pourrait être emmerdant. Les autres Momola adverses aussi. Momola, je peux avoir un peu du mal à passer le poké. Donc voilà, Volt, ce sont des Pokémon qui sont beaucoup plus situationnels, mais ils ont quand même, enfin, ils peuvent avoir leur rôle à jouer dans certains match-ups et ça peut vraiment faire la différence. Même si j'ai vraiment mon Big Six, il est au-dessus. C'est vraiment, ce Big Six là, il est extrêmement violent. C'est pour ça que vraiment, je trouve que j'avais une excellente draft dans cette compétition. Il y a quelques défauts, je pense notamment l'absence de Spikes, qui est bien dommage. J'ai 3 poseurs de pièges de roc, j'ai un poseur de toile glante, il n'y a pas de Pico, il n'y a pas de Pic toxique, c'est dommage de ne pas les avoir. Parce que vraiment, avec Spectrier, du stack hazard avec Spectrier, ça aurait pu vraiment faire la différence. Je pense à des darks qui viennent et qui prennent 25% sur les Picos, ça peut être pas mal. Je suis aussi très weak au Pic toxique, parce que bah, voilà, je vais être obligé, si je veux pas me faire pression par les Pic toxiques, il va falloir que je joue Como, Terra Poison, parce que Arcana Issue ne sortira jamais Terra Poison, je vous le dis. Donc il faut que je joue Como, Terra Poison. Il faut que j'arrive à défog avec Coralis, mais selon les match-ups, ça peut être compliqué de défog. Voilà, je suis pas le meilleur contre les pics toxiques, mais ça peut se faire. Voilà. Et vraiment, franchement, quand j'ai vu ma draft, au début, je savais pas trop si elle était vraiment incroyable ou pas, mais vraiment, au plus je la jouais, au plus j'ai pu vraiment prendre confiance avec cette draft. Et on va d'ailleurs parler des games tout de suite, parce que voici donc la composition des deux poules. Comme je vous expliquais avant, on était un groupe de 16, on a piqué à 16, et après on a été séparés en deux poules. Déjà j'étais content en voyant la poule parce qu'il y avait plein de joueurs que je voulais éviter, pas parce qu'ils sont forcément très bons, mais je sais parce qu'il y a des joueurs qui jouent beaucoup sur du scam, sur du cheese, qui cherchent vraiment à t'arnaquer. Et le fait qu'ils ne soient pas là, j'étais vraiment content de ne pas les avoir dans ma poule. Le mieux qui me restait c'était Ilias, mais encore Ilias c'est souvent quelqu'un qui joue juste des drafts un peu bizarres, mais qui joue pas non plus de cheese scam. Et franchement quand je vois ma poule, je me dis bah, Dame Flamme c'est un bon joueur, donc ça va pas être non plus si simple que ça. Lizardu, je l'affronte en week 7, donc il faudrait peut-être assurer une qualification avant d'affronter Lizardu. Je vais affronter Lou qui est un bon joueur, Merax pareil. Et franchement, à part Raralim et Extinct que je connais pas trop derrière, franchement c'est une très bonne poule. Il y a de très bons matchs à faire, je pense. Je suis quand même confiant parce qu'il faut aller chercher le top 4 pour chercher cette qualification en playoff. Il faut aller prendre un top 4 et franchement quand je vois la poule, je me dis il va falloir y aller. C'est une poule qui est assez homogène, je trouve. Et vraiment, chaque game va être importante pour aller chercher cette qualification. Et d'ailleurs, je vous propose qu'on regarde en images qu'est-ce que ça a donné dans cette phase de poule.
Et donc, comme vous avez pu le voir, je termine donc cette phase de poule en 7-0. J'ai tout simplement fait un perfect dans la poule. Évidemment, ce perfect me permet donc de me placer assez largement en tête de cette compétition, en tête de cette poule plutôt, on va se détendre. Voilà, des games que j'ai quand même... C'est pas non plus des gros stompes. La plupart des games, c'est pas non plus des gros stompes. Vraiment, il y a, vous voyez, à part contre Rarlim, où vraiment Spectrier avait un match-up incroyable contre Rarlim, et contre Merax, Merax a simplement un peu troll sa prep, il a pas assez prep le Como Omniboost. À part ça, derrière, voilà, c'était quand même des games où il fallait aller chercher des wins. Contre IS, contre Extinct, j'ai bien géré ma game. Dame Flamme aussi, Lou, j'ai fait une bonne game. Lizardu, bon, Lizardu c'est un peu particulier parce que Lizardu a ramené un build un peu plus troll, fun, parce que le résultat ne changeait plus grand chose pour lui. Il m'avait proposé de faire un match un peu plus fun. Moi, je lui dis non parce que moi, je voulais quand même aller chercher le 7-0 pour l'ego pur et dur. Et voilà, simplement, ça m'a permis, voilà, j'ai fait le perfect dans cette poule. Et au final, la draft a vraiment très bien marché, donc je suis plutôt content parce qu'en plus, il n'y a pas un Poké qui est sorti du lot, comme on va le voir tout de suite avec la stat des kills. Il n'y a pas de Poké qui sont vraiment sortis du lot, c'est-à-dire que chaque Pokémon a vraiment eu sa game. Como a eu sa game contre Merax. Arcanin, il a surtout eu sa game contre Lou et même overall dans la compétition. Arcanin, même si Arcanin n'a pas fait énormément de kills, à part contre Lou, je crois où il a pris 5 kills, il a vraiment fait de gros dégâts dans les games. Pareil, Spectrier, il a eu sa game contre Ralim, il a quand même été vraiment présent. Lando aussi, pareil, Lando a fait vraiment beaucoup de taf en début de compétition. Et voilà quoi, enfin, vraiment, c'est pour ça que j'ai bien aimé cette draft, c'est que dans mon quatuor offensif, les 4 modes, enfin tous les modes ont vraiment bien marché. Même Cryogonal qui a eu son match-up contre Damflamme a vraiment fait la diff. Le Vikavolt, il a fait ce qu'il avait à faire contre Ilyes et après, même s'il n'est pas revenu, c'est pas grave. Il aura quand même fait son taf et ça aurait été largement suffisant. Et voilà, la draft a vraiment bien marché et avec ce score de 7-0, ce perfect, évidemment je me qualifie en quart de finale. Il faut encore que je gagne une game pour accéder à la demi-finale, mais surtout à la montée en division 1, hein, parce que bon, je vais pas perfect la poule pour finir vaincu en quart de finale. Et du coup, pour le tableau final, le quart de finale, je vais donc défier Doge. Et en plus de ça, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si jamais je passe contre Doge, je peux affronter potentiellement Merax en demi-finale. Merax, c'est assez embêtant parce que Merax, paradoxalement, c'était mon pire match-up, tout simplement. Merax, je m'en souviens, il a vraiment foiré sa prep de Como. Je m'attendais pas à 6-0 Como comme ça. Je m'attendais à ce qu'il joue RK quand même, un monde qui vient RK. Il n'y en a pas eu, donc j'ai profité, mais voilà, j'étais assez étonné. Et tout simplement, du coup, donc je dois affronter CM Doge, un Doge qui a fini donc 4ème de sa poule. Et le problème, c'est que Doge, si je veux me passer, il faut que j'affronte tout simplement une draft Rain. Et Rain, c'est pas mon meilleur match-up. Je vois notamment ce Iron Bundle, Bundle Specs sous Rain. J'ai vraiment du mal à le gérer. J'ai pas de switch-in, hein, parce que mon meilleur switch-in ça va être Cryogonal, mais Cryogonal, voilà, il fait peanuts derrière. J'ai le Floatzel c'est assez compliqué à gérer. Arcaludon, mine de rien, il peut me pressure très vite, hein, je peux le pressure, mais il peut me pressure aussi très vite, l'Arcaludon. Voilà, c'est pas mon meilleur match-up contre Rain, donc j'étais pas 100% confiant à l'annonce. Enfin, quand je voyais que Doge allait probablement finir 4ème, c'était pas non plus le match-up où j'étais le plus serein. Mais évidemment, j'ai quand même pris les devants et je me suis débrouillé pour avoir un bon match-up. Simplement parce que on avait des trades de disponibles. On avait 3 trades entre la week 4 et la week 7, je crois. Bon, évidemment, j'en ai parlé à Hurtado. Je trouve que c'est pas intéressant d'avoir des trades, d'autoriser les trades la dernière semaine de phase régulière, puisque derrière, forcément, quand t'as le match de playoff, tu peux t'arranger pour avoir un très bon match-up en playoff. Encore plus dans cette compétition où le quart de finale c'est le match le plus important parce que tu joues pour ta montée. C'est le plus important. Mais bon, j'ai quand même profité pour faire des trades et j'ai remarqué quelque chose dans cette draft. C'est que d'ailleurs, il faut savoir que quand j'ai fait mon trade
Doge avait un Wheezing de Galar, il n'avait pas Azelf, il n'avait pas Conkeldurr, il n'avait pas Quillfish de Hisui. Je crois qu'il avait Overquill, il avait Wochien et il avait Wheezing de Galar. Donc du coup, ça m'a arrangé parce qu'il a enlevé sa seule, son fait, son type fait, donc pas d'immu dragon dans cette draft, pas de résistance dragon. Il a enlevé Wochien, donc pas de dark, enfin pas de dark, il reste quand même Coolfish d'Issui, mais entre Coolfish Issui et Wochien est beaucoup plus une plaie pour Spectrier. Donc vraiment, il a un peu, voilà, il a osé, mine de rien. Et ben voilà, et du coup, donc j'ai remarqué que ben voilà, cette draft n'a pas de résistance au type dragon. En regardant ses games dans sa pool, j'ai vu qu'il y avait une des games notamment qu'il avait perdu parce que bah, il y avait un Latias. C'est-à-dire c'est pas un Latios, c'est pas un gros breaker dragon, c'est un Latias Specs Dracometeor qui faisait 1 kill par sortie. Bah du coup, moi j'ai regardé un petit peu les Pokémon qui étaient disponibles et simplement je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait que je dégage Landorus malgré son très bon travail tout au long de la phase de poule. Il fallait que je dégage Landorus pour rentrer Walking Wake. Walking Wake c'est 106 de speed, donc ça reste quand même une bonne vitesse. Ça peut toujours pivoter avec Flip Turn, mais surtout ça va break avec son type Dragon 125 d'attaque SP. C'est un match-up incroyable contre les teams Rain. Et en plus de ça, l'avantage énorme de Walking Wake, c'est comme j'ai dit, je crois c'est 106 de vitesse. Quand on regarde la draft de Doge, donc il y a Bundle évidemment qui est plus rapide, il y a Floatzel qui est à 115, il y a Azelf qui est à 115, mais derrière, c'est le gap de speed est énorme entre les 115 et le reste. Je crois que derrière, c'est Coolfish Issui qui est à 80 qui est le plus rapide de la draft. Ça signifie qu'une seule chose, ça veut dire que mon Walking Wake que je viens de rajouter sur le terrain, il a de très grandes chances, enfin il a de très grandes chances, il va jouer la nature modeste pour vraiment maximiser les dégâts de Dracometeor avec évidemment des lunettes choix pour pouvoir break. C'est simplement c'est un énorme breaker, on va le voir dans le build que j'ai ramené contre Doge. Vous voyez donc le Como, c'est pareil, le Como, un petit peu de setup comme ça, il a colère parce qu'il faut juste break comme on peut. Ça va être compliqué, c'est quand même compliqué à setup Como, mais c'est pas, voilà, Terra Water quand même pour essayer de faciliter un peu le setup du Como. Mais je peux quand même tenter de me setup potentiellement sur un Floatzel. Potentiellement sur un Floatzel ou quoi. C'est chaud, mais ça peut se tenter, surtout que derrière, si je me setup, j'ai juste à cliquer des colères. Colère, ça détruit énormément de monde. S'il faut, je peux cliquer aussi Close Combat pour battre le Arcaludon, même si attention quand même attention à une B, parce qu'Arcaludon c'est extrêmement bulky, donc avec une B, ça va tenir tous les coups, même à +1. Le Walking Wake, j'en ai parlé, vraiment, Walking Wake, il est là pour break avec ses lunettes choix. Il va venir sur le terrain, mettre de gros Dracometeor. Et même d'ailleurs, je vous dis, le game plan, il est simple. Le game plan du début de game, je lead Walking Wake. Si il lead Pelipper, il y a un mort. De son côté, il va perdre un Pokémon à moins qu'il ne sache. C'est aussi simple que ça. Derrière, évidemment, j'ai de quoi quand même essayer de venir tanker un petit peu ces menaces, ces grosses menaces. Momola qui vient gérer vraiment toutes les menaces physiques avec cette utility Umbrella. Ça lui permet tout simplement de ne pas se faire 2 HKO par le Floatzel, Terra O, Choice Bond sous Rain. Qu'est-ce que ça fait l'utility Umbrella? C'est un item qui est extrêmement fort contre les Rain et contre les Sun. Ça permet tout simplement de ne pas prendre des dégâts augmentés par la météo sur les Pokés. Par exemple, sur Corvallis, l'utility Umbrella fait que même le bundle même s'il est sous Rain, s'il me tape H-Pump, je prendrai 50%, enfin 50% de dégâts en moins, le boost de la raid ne sera pas appliqué sur le H-Pump de bundle. Ça me permet, par exemple, sur un H-Pump, au lieu de prendre 80 ou 90% sur un H-Pump spec sous rain, je prends que 60%. Donc ça veut dire que Corvallis n'est pas encore un dead slot. Ou pareil, Momola, ça lui permet de ne pas se faire 2 HKO par le Floatzel. Donc ça permet de temporiser un petit peu, et surtout pareil, donc Momola il a Snowscape, le Corvi il peut venir, il vient défox, c'est la merde, mais surtout il vient temporiser, ça me permet de faire passer la reine. Le Spectrier il était surtout là pour venir punir un Clodsire, parce que Clodsire c'est le seul Pokémon qui peut empêcher, qui peut potentiellement empêcher un Spectrier Scarf de faire du gros taf.
Parce que bah, voilà, il ramène Clodsire PDF, même avec Psycho, je fais 0 dégâts. Donc ce set là, c'est vraiment pour venir emmerder au maximum le Clodsire et stacker les CM devant lui. Vous allez me dire, ouais mais tu vas faire, ça sert à rien, il est unaware, je sais. Ne vous inquiétez pas, je suis au courant. Mais derrière, je me dis, je peux finir le duel en étant à plus 4 en SP, sous clone. Le Clodsire va être burn, donc il va me faire 0 dégâts. Enfin voilà, vous voyez, je pense que je suis assez confiant derrière. Et évidemment, le Green Star, il vient pour poser les screens, pour tout simplement faciliter le setup de Komoro, faciliter les venues de Walking Wake pour venir agresser derrière. Le match-up, il est simple, je dois péter la gueule à Doge. Et je vous propose qu'on regarde tout de suite ce que ça a donné. Et donc, on se retrouve pour le commentary du quart de finale contre CM Doge. Déjà, pas mal de petites surprises, hein, notamment le fait qu'il n'y a pas de Clodsire du côté de Doge. Ça montre bien que la game va être extrêmement agressive et extrêmement rapide. Il y a aussi ce Conkeldure, je suis assez étonné de le voir quand même, le Conkeldure pour le coup. Je peux peut-être plus m'attendre à Azelf, mais dans l'ensemble, c'est un petit peu la team que j'ai préparée. Et voilà, le plan, vous le connaissez, d'autant plus que le Basque Légion n'est pas terraffé. Ça veut dire que là, en face, Doge n'a pas de résistance fait. Je vous ai déjà parlé en amont du game plan. Mon game plan, ça va donc être de lead Walking Wake et de chercher à détruire vite cette game. On va donc y aller. On va commencer. Et j'ai oublié d'enlever les sons, tout simplement. Donc c'est pas grave, voilà, il y a un Walking Wake qui vous a hurlé dessus, mais c'est pas grave, je vais donc je vais donc faire mon meilleur lead Walking Wake sur un lead Pelipper, comme je vous l'avais un petit peu expliqué en amont. Et là, ma grande surprise, il va laisser mourir son Pelipper sur le Dracometer. Je suis assez surpris quand même qu'il décide de sac le Pelipper tour 1. C'est à se demander à quoi servait ce Conkeldure tout simplement dans le match-up. Je sais pas trop à quoi, à quoi il servait dans le match-up. Mais du coup, je suis assez étonné de voir le Pelipper mourir, mais du coup, je prends. Parce que là, je viens de tuer le poseur de Rain. Ça signifie qu'il doit avoir une Rain de 8 tours. Je temporise encore 7 tours. Et après, il n'y a plus de Rain de toute la game. Ça veut dire que Spectrier, il va dépasser le Floodzel. Parce qu'il a la speed pour dépasser le Floodzel. Mais derrière, ça veut dire que là, le Como qui va setup, si ce setup, le Como peut détruire la game. Là, je commence extrêmement bien. C'est le game, donc je suis vraiment content. Évidemment, ça va aller sur bundle, donc je vais pas rester, je vais aller sur mon Corvi, je l'avais expliqué avant. Là, si ce bundle n'est pas specs, tout simplement, il n'a aucune chance de me... Enfin, s'il est specs, il peut me 2HKO avec H-Pump. Mais du coup, s'il tape H-Pump et que je vois qu'il est specs, je peux retourner gratuitement sur Walking Wake et Walking Wake reprend un kill. S'il fait pas mieux. S'il switch out pas. Donc voilà, je peux quand même faire pas mal de choses. Je vais donc aller sur mon Corvallis assez tranquillement. Il va taper H-Pump, il va rater le H-Pump. Et là, c'est important de rater le H-Pump. En vrai, c'est dommage, ça me fait un peu chier parce que du coup, j'ai pas d'infos sur est-ce que ce bundle il est specs ou pas specs. Je ne sais pas à ce moment-là. Mais c'est quand même intéressant parce que du coup, bah, avec Pressure, je viens de lui bouffer 2 PP de H-Pump. Donc il en reste déjà plus que 6. Ça peut aller très vite avec Pressure. Je vais quand même chercher à faire un demi-tour. Il va taper clonage. Ok, donc du coup, ça me révèle que c'est pas un lunettes choix. Je décide d'aller sur Grimstall pour tout simplement repivoter. Non, d'abord, je pose mon light screen. Il va remise son H-Pump. Après, Grimstall était quand même assez speed comme vous avez pu le voir. Il y avait le light screen. Il n'est pas specs. J'allais prendre cher sur le H-Pump. Mais je n'allais pas non plus mourir parce que j'avais mon light screen. Donc j'étais quand même assez serein. Ça va quand même décider, donc je vais pouvoir en profiter pour poser mon réflexe, il va être 34%, ça fait pas énormément de dégâts. Et d'ailleurs je vais pouvoir parting shot pour, tout simplement, voilà, je peux parting shot à travers le clone. Je décide quand même de parting shot plutôt que de chercher à taper Spirit Break. J'aurais peut-être dû chercher à casser le clone, ça aurait été peut-être plus optimisé. Mais bon c'est pas grave, du coup je vais retourner sur mon Corvallis. Vous allez voir le Corvallis, le freeze dry qui va faire 8%, c'est ridicule les dégâts. Le double freeze dry, 9%. Vraiment, ce bundle a fait 0 dégâts à moins 1 PA. En même temps, aussi, moins 1 attaque SP, sous light screen, ça fait rien. Et j'ai tapé le bon demi-tour au moment où il aurait fait. Et là, je renvoie Walking Wake. Simplement parce que je suis sous screen. Donc, même le high spinner, je m'en fiche un peu. Et en plus, la Reign, c'était son dernier tour.
Voilà, là du coup je peux, voilà, c'est comme au premier tour, j'ai Walking Wake sur le terrain, Walking Wake peuvent juste détruire un mon, ça va quand même taper flip turn, ça va faire 0 dégâts, et c'est le basque Légion qui est travaillé à la mort sur le Dragon Pulse. Je décide de pas taper DM parce que j'ai pas besoin de me lock sur DM maintenant, je peux double Dragon Pulse, ça peut suffire. Le bundle qui revient, je retourne sur Crystal parce que je sais que mon light screen va s'arrêter. Donc je vais pouvoir profiter pour reposer mon light screen. Il va taper le encore mine de rien, donc, mais bon c'est pas grave pour moi. Et il va tout simplement forfait parce que voilà, de toute manière, je vous le dis, il passait plus. Le light screen est en place, j'avais juste à aller sur Corvi, il passe pas Corvi. Je casse le clone, je retourne sur Wake et vraiment il était dans une boucle où j'ai pris l'ascendant dès le début. Il a laissé mourir son Pelipper, j'ai toujours pas compris pourquoi il a laissé mourir Pelipper. Et comme j'avais vraiment l'ascendant dans cette game, c'était gagné, je vais pas dire que c'était gagné d'office, mais presque. C'est-à-dire que après le tour 1 et après le kill de Pelipper, notamment aussi, je pense que Tosh en avait un peu rien à foutre. Hein. Je pense qu'il voilà, il a été qualifié un peu inextrémiste et je pense vraiment qu'il en avait rien à foutre du combat. Mais bon, c'est pas grave, moi je prends, ça me permet donc d'accéder en division 1 et forcément c'est une très belle victoire contre Doge. On se retrouve après ce carnage tout simplement. Voilà, le plan s'est juste déroulé exactement comme prévu, c'est-à-dire que voilà, j'ai lead Walking Wake, j'ai free mon kill d'entrée, j'ai pas compris le sac Pelipper. Après derrière certes on va me dire ouais mais t'as eu de la réussite avec les H-Pump Timis. Tout simplement comme je l'ai expliqué, les H-Pump pour moi ne jouent pas énormément dans le sens où il avait déjà perdu son Pelipper sur le tour 1, ça veut dire que je devais juste tenir les 8 tours. Et derrière, en fait, il ne faisait plus grand chose. De toute manière, je pense vraiment qu'ils s'en foutaient un peu du quart de finale. Mais bon, moi, ça me va. Je prends. C'est une victoire 6-0. J'arrive donc en demi-finale. Et surtout, voilà, maintenant, je suis rassuré, je suis libéré parce que tout simplement, euh, je vais monter en division 1 la saison prochaine. C'était l'objectif que je me suis fixé et j'ai eu cet objectif. Donc je suis extrêmement content. Après là évidemment comme je suis toujours en perfect dans cette compétition, je vais essayer d'aller me battre jusqu'au bout pour... J'essaie d'aller me battre jusqu'au bout simplement pour venir gagner maintenant cette compétition. Et donc pour cette demi-finale, je vais affronter Merax. Merax que j'ai affronté en phase de poule, que j'ai gagné, que j'ai battu 6-0. Même si pour moi, il avait un peu de choc, sa prep. Et en plus de ça, je vous le dis, le match-up, il est vraiment pas évident. Parce qu'il y a Ursaluna, Primarina, ça tabasse sur le spé, même si, bon, pour le coup, Ursaluna, j'ai de quoi... J'ai Corvallis. Corvallis, c'est le meilleur switching du jeu à... c'est le meilleur switching du jeu à Ursaluna. Ursaluna qui peut galérer. Pareil, Corvallis, même si, bon, Latios, il a quand même des moves de coverage, il peut m'aider un petit peu. Ce Primarina est extrêmement emmerdant parce que Primarina, c'est Primarina Specs, c'est pick one, tout simplement. Mon meilleur switching, ça va être le Alomomola Sauvest. Et derrière, c'est un peu compliqué. Je peux essayer de le pressure avec Arcanin 18. Le Okidogi Terra, c'est pareil, ça fait extrêmement peur parce que selon le Terra qu'il choisit, il peut tout simplement pouvoir me retourner la game, le Jolteon et tout. Enfin voilà, pour moi vraiment je vous le dis, ce match-up c'était mon pire match-up, simplement parce qu'il a un très bon type normal avec Ursaluna. Il a quand même un bon Dark avec Iron Jubilis qui vient très bien sur Spectrier, même s'il y a Draining Kiss. Avec le Terra, il peut avoir Okitogi aussi, qui peut bien venir sur le Spectrier. Enfin, mon meilleur, même, on va dire, même Arcanin 18 peut avoir du mal parce qu'il a le Tauros Paldea Aqua. Tauros Paldea Aqua, ça vient relativement bien sur le Arcanin 18. Enfin, vraiment, il a des réponses à tout. Il peut me stack Hazard avec Fortress. Il a de quoi vraiment me break. C'est mon pire match-up et je le raffronte une deuxième fois. La première fois, j'ai eu de la chance, mais la deuxième fois, je sais pas si j'ai autant de chance. Je vous ai dit, j'ai perdu le build, donc je ne peux pas malheureusement vous montrer le build. Mais donc, on va aller plus vite pour commenter la game. On se retrouve donc tout de suite pour cette game de demi-finale. Demi-finale contre Merax. L'avantage, c'est que je me souviens que du score au moment où je lance cette vidéo, mais je me souviens plus trop de comment la game s'est déroulée, donc je vais pouvoir redécouvrir la game. Comme je vous avais expliqué, c'est voilà, c'est une team qui est très chiante.
Il y a le Tauros Paldea qui peut venir sur mon Arcanin de Isui, le Primarina qui peut faire très peur, le Jugulis qui peut venir sur le Spectrier, Spectrier qui n'est pas là d'ailleurs, parce que bah voilà, Spectrier avait quand même pas un excellent match-up, donc ça va être compliqué. Le Okidogi qui fait extrêmement peur, vous allez voir plus tard. Le Jolteon et le Ursaluna Blood Moon. Moi j'ai ramené un build assez similaire. J'ai quand même pris Walking Wake qui servira plus de pivot et pour essayer d'emmerder un peu l'oppo. Mais bon, on va y aller tout de suite, je me souviens plus comment la game s'est déroulée, donc on va y aller. Et donc le lead Ursaluna contre mon lead Momola, très bon lead pour moi, je vais pouvoir en profiter pour pouvoir flip turn et aller sur mon Corvus. Corvus qui est assez bien bulky sur le spé, qui va donc prendre pas grand chose de la Blood Moon. 30% quand même, ça fait mal parce que c'est Ursaluna. Et Efto, et je vais aller sur Como. Alors là, je m'en souviens, là il va taper SmackDown. Ce play peut paraître un play de génie, mais moi à la base j'ai juste anticipé un Injolteon pour venir menacer un petit peu le. Pour venir menacer un petit peu le Corvi, surtout je sais pas parler des Terra de. Je sais pas parler des Terra. Okidogi, il y a le Okidogi qui peut Terra et il est Terra Steel, le Jolteon et Terra Fire. Et de mon côté, j'ai mon Como qui est Terra Steel et mon Arcana 18 qui est Terra Plante. Donc voilà, ce que je vous expliquais du coup, le Smackdown qui part, Smackdown qui permet donc de mettre un adversaire au sol, c'est-à-dire que Corvus aurait été weak à Telluriforce. Donc c'est un play de GOAT que j'ai fait, mais au départ, moi c'était surtout une anticipation de Jolteon. Mais bon, je prends toujours, ça me permet de se dire Como est setup, Como peut taper son clone, surtout que je suis soundproof. Ça signifie que Hyper Voice ne peut pas m'atteindre. Si je tape mon clone, bah soit il tape Telluriforce pour casser mon clone, soit voilà, il est obligé de taper Blood Moon et il peut pas taper Blood Moon 2 fois d'affilée. Je vais pouvoir taper un Drain Punch pour faire de bons dégâts, me remettre bien en vie. Il va taper Telluriforce, 55%. Ça active ma B-Citrus. Et là, vous allez me dire, bah pourquoi une B-Citrus parce que j'ai fait le con, parce qu'en fait, si vous voulez, ce Como, c'était un Como qui était sub Belly Drum. Le problème, c'est que j'ai build un peu vite et au lieu de mettre bah, la Salak Berry, j'ai tout simplement mis la Citrus Berry parce que j'ai juste tapé Berry. Enfin, par habitude, ouais, bon, bah écoutez, voilà, c'est gros misbuild de ma part, mais c'est pas grave. Ça envoie donc le Tauros, Intimidate évidemment, le Save qui va faire pas énormément de dégâts. Ça va retourner sur les Jolteon, alors que moi je vais sur mon Halo Momola. Assez chiant, mais Halo Momola peut quand même encaisser et venir flip turn, level switch. Moi je peux flip turn quand même. C'est ça l'avantage de Momola avec Regen, c'est que même une attaque super efficace, bah, il peut le prendre. Le Tauros qui est rôti à le mettre, et je dis c'est sur le Wake pour menacer un peu. Ça va sur le Ursaluna Blood. Je voulais tenter de coff le rôti, mais bon. Et du coup ça ramène le Primarina. Je vais flip turn pour venir checker un petit peu ce qu'il a. Il va taper Psychic Noise. Psychic Noise ça fait un heal block, mais ça ne bloque pas Regen. C'est important de s'en souvenir, du coup ça veut dire que je peux pivoter. Je suis plus rapide, je suis pas minimum vitesse et je retourne sur Arcanin un petit peu pour menacer parce que voilà, c'était comme la première game. Il y avait eu un setup Primarina et je ramène Arcanin pour venir menacer un petit peu le Mon. Surtout que je pense bien la première game, le Primarina n'avait pas de move water et là je crois que c'était le même Primarina. C'est plutôt marrant. Du coup ça va aller sur le Tauros Paldea. Tauros Paldea qui vient bien quand même. Et du coup je peux Terra Plante et je vais pouvoir poser mes rocks parce que je suis simplement un set défensif de Arcanin. Je suis Terra Plante, je suis beaucoup plus défensif que d'habitude. Le close combat qui va quand même faire de bons dégâts. Et moi, donc, il va faire un double close combat. Je survis et je vais retaper un flip turn. Je savais que je restais hors de la range du Rocky. C'est pour ça que je l'ai tapé. Le Walking Wake qui revient, Walking Wake qui peut venir menacer. Ça va aller sur le Primarina. Je vais tenter un Dracometer. Malheureusement, ça ne paye pas trop. D'ailleurs, je vais taper flip turn pour continuer un petit peu de pivoter. Ça permet de toujours prendre des petites chips. Arcanin qui est bien spdf. Et maintenant qu'il y a les Terra Plantes, c'est moins menaçant. Du coup, je peux retourner tranquillement sur mon Arcanin. Il prend plus x4 sur le typo, donc ça va. Je vais double sur Corvus quand même pour chercher. Voilà, je vais chercher à catch un petit peu ce Tauros. Parce que Tauros m'emmerde, tout simplement, dans cette game. Le Jolteon qui revient, je vais tenter de taper un backup. Je vais tenter de taper un stop. Maintenant, ça ne paye pas, malheureusement. Je vais aller sur mon Arcanin 18, Arcanin qui est type plante, donc il va bien tanker le tonnerre et bien récupérer avec les leftos. Et ça va Terra Fire pour taper Terra Blast. Il a oublié malheureusement le talent de mon Arcanin de Issue. Ça veut dire que là, bah, il perd son Terra User. Et en plus de ça, je me mets très bien dans la game simplement. En plus, bon, je suis mon Arcanin sur Flash Fire, mais j'ai pas de Move Fire, donc c'est pas trop grave. J'aurais peut-être dû en profiter pour me heal, mais bon, c'est pas grave. Le problème, c'est que c'est Arcanin et donc le Okidogi peut venir sur le terrain et je n'ai pas feu follet malheureusement.
J'ai tenté d'aller sur Corvallis pour faire un peu de damage control. Il va taper bulk up et là c'est extrêmement problématique parce que j'ai Walking Way qui peut taper un peu sur le spray, mais il tape pas non plus énormément sur le spray parce qu'il est boots, il n'est pas specs. Et surtout que là vous allez voir le problème, c'est que Okidogi va taper le taunt malheureusement, donc je peux pas me setup avec Corvi, je peux pas taper mes bulk up et là c'est extrêmement embêtant parce que du coup Okidogi va pouvoir taper un deuxième bulk up. Je vais tenter un Dracometeor, 63% ça fait de bons dégâts, il va taper Drain Punch, donc là c'est la giga sauce. Les leftos, alors lefto parce qu'il aurait pu Terra, donc pour ça qu'il n'y a pas de Black Sludge. Donc les leftos plus Drain Punch, voilà, vous savez un petit peu ce qui va se passer. Je peux tout simplement pas passer ce. Je pourrais pas passer malheureusement le Drain Punch qui va venir prendre le kill sur Walking Wake. Là c'est ma meilleure chance parce qu'il a 44%. Je vais aller sur Corvi pour tenter des Brave Bird. Je vais tenter un Brave Bird crit, mais malheureusement ça ne va pas passer. Pas de coup critique. S'il y avait un coup critique, ça aurait pu passer parce que le coup critique, je crois que je faisais genre 70%. Ça aurait pu passer. Ou alors c'était un roll. Mais bon, je vais pas choper ce coup critique et donc je vais me faire sweep par ce Okidogi malheureusement. Vous allez voir, je crois que je crit maintenant en plus malheureusement. Ouais voilà, je chope le crit et même le crit est à 1%. Est-ce que si j'avais eu un meilleur roll sur le crit, ça aurait pu changer la game? La game aurait continué. J'avais perdu quand même pas mal de types. Ça aurait pu changer, franchement, ça aurait pu changer, mais bon, déjà, je chope le crit, je peux pas trop en demander au jeu, malheureusement. Et ben voilà, du coup, le crit à 1% qui n'aura pas suffi. Aïe aïe aïe, et je tente quand même des flinch avec Rockslide, je chope le premier flinch, c'est marrant. Je me suis quand même battu jusqu'au bout, mais malheureusement, voilà, je vais rater le Rockslide en plus. Ça ne va pas suffire et je vais donc m'incliner sur le score de 4-0. Reverse sweep par Okidogi, alors que je faisais pas une mauvaise game, mais là c'est juste que le problème c'est juste mon build, je me suis pas assez préparé à Okidogi malheureusement. Surtout qu'en plus c'était une semaine où j'étais vraiment dans le gros rush. J'ai pas pu me préparer assez bien. J'ai pris, je crois que la moitié de mon build c'était le même build que la première fois contre Merax. Je trouve que Merax ça fait de même en soi, donc c'est pas trop grave. Mais du coup, je m'incline sur le score de 4-0 contre Merax. Et donc, comme vous avez pu le voir, malheureusement, je m'incline sur le score de 4-0. Je suis donc éliminé de cette compétition en demi-finale aux portes de la grande finale. Malheureusement, Merax qui l'a emporté sur moi, il va donc aller défier Alkion qui l'a emporté contre Lou. Et Merax va remporter la division 2 par la suite. Donc je peux faire l'excuse classique de dire que j'ai perdu contre le vainqueur de la division. Mais voilà, tout simplement Merax a fait une très grosse run. Et moi de mon côté, je suis quand même déçu évidemment de m'arrêter en demi-finale. J'aurais pu aller chercher la victoire finale, j'aurais pu vraiment aller chercher un peu plus. Mais bon, pour moi, les objectifs étaient atteints. La montée en division 1, la montée en division 1, elle était là. J'avais tout simplement pour... j'ai tout quand même pour être heureux malgré cette défaite. Et vraiment, c'est pas de regret. Un grand merci à Hurtado et à son équipe pour avoir organisé ce tournoi. Je sais qu'ils vont en organiser beaucoup d'autres. Ils vont essayer quand même d'instaurer un circuit un peu plus régulier. Donc si jamais ça vous intéresse de découvrir le format Draft League, n'hésitez pas à venir rejoindre la Hades Draft League. Je referai des vidéos pour la prochaine saison de la Hades Draft League. Je sais pas si j'en ferai pour le prochain tournoi, tout simplement parce que Hurtado a annoncé que le prochain tournoi un peu intersaison, ça allait être un Team Tour. Et donc je peux vous le dire que je participerai tout simplement à cette compétition. Je ne pense pas que je ferai des vidéos, parce que j'ai quand même enchaîné beaucoup de vidéos ces derniers temps. Bah, il y a eu l'ADL, après j'ai enchaîné sur la Hades. Donc je pense que bah, voilà, je ferai sûrement pas de vidéos sur le Team Tour. Mais je participerai quand même à la compétition. Et je participerai aussi à la prochaine Hades où j'irai tout simplement en division 1. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo un petit peu bilan de mon aventure. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir votre retour. Est-ce que vous aimez bien ce genre de vidéo un peu plus long, un peu plus posé, où je raconte après, bah, en aval, je raconte tout simplement
ma compétition. Vous pouvez simplement, voilà. N'hésitez pas à me donner des retours sur ce que vous en pensez de ce format. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez tout simplement d'autres vidéos sur la Hades. Hein. J'ai prévu, donc pareil, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse de la division 4 et 5 ou si vous voulez que je me concentre sur les divisions supérieures de la Hades Draft League. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est donc officiellement la fin de la première saison de la Hades Draft League. Il y en aura d'autres, au moins une. Et sur ce, les amis, je vous propose donc qu'on arrête là. C'était Kaikit. Ciao tout le monde.